Et le Figaro, bonjour. On est désolé de notre retard, mais il faut dire que la découverte est énorme. Donc il faut justement prendre le temps de bien se mettre d'accord avant de vous la présenter. Quel roman que ma vie. Je suis le messie de la Révolution. J'ai voulu être le régénérateur de l'Europe. Les fans de Napoléon auront découvert, auront reconnu l'empereur derrière ces citations célèbres. Eh bien, ils ont peut-être tort. C'est le scoop aujourd'hui que vous révèle le Figaro en une de l'édition papier et sur le premium depuis hier soir. Et vous pourrez retrouver cet article et ces révélations donc dans les éditions du Figaro.fr. Ces phrases, on les retrouve dans un livre, c'est le mémorial de Sainte-Hélène, le récit de la captivité de l'empereur au milieu de l'Atlantique Sud de 1815 à 1821. C'est le récit de la captivité et puis il y a également les méditations, les leçons tirées par l'empereur sur sa vie et sur son destin, dont c'est peu de le dire qu'ils ont été hors du commun. Le problème, c'est que personne n'avait trouvé l'original de ce recueil écrit par le comte de Lascaz et c'est ce scoop que vous révèle aujourd'hui le Figaro. Un chercheur britannique a retrouvé l'original de ce manuscrit. Mieux, il a été authentifié. Bonjour Jacques de Saint-Victor. Bonjour. Vous êtes historien, vous êtes professeur des universités, à l'Université Paris 13 et également au CNAM. Vous êtes également chroniqueur au Figaro. Et vous racontez donc aujourd'hui cette découverte dans le Figaro. Mieux, vous nous avez amené l'un des experts qui a authentifié cette découverte. Bonjour Thierry Lenz, merci d'être avec nous. Vous allez nous raconter comment vous vous êtes transformé à la fois en James Bond et en Indiana Jones pour justement participer à la découverte et à l'authentification de cette pièce. Vous êtes vous-même le gardien l'un des gardiens ou le gardien du secret du temple napoléonien puisque vous êtes le directeur de la Fondation Napoléon. Messieurs, je vous laisse la parole. Auparavant, quand même, j'en appelle à vous qui nous regardez, qui nous suivez sur Internet. Nous attendons vos commentaires, vos questions et je les poserai à Jacques de Saint-Victor et à Thierry Lenz. Dépêchez-vous, on n'a pas longtemps, on a une demi-heure, mais je vous promets, on va les prendre. En attendant, Jacques de Saint-Victor va nous faire le récit d'abord de l'importance de cette découverte et puis, en dialoguant avec Thierry Lenz, nous dire comment ça s'est passé. Oui, l'importance de cette découverte, d'abord parce que ce manuscrit, ce texte, le mémorial de Sainte-Hélène, est un texte extrêmement important. C'est un récit de plus de 2000 pages qui est, au fond, le récit du crépuscule d'un demi-dieu et qui fait référence à, vous l'avez souligné, les réflexions de Napoléon, les détails de sa vie. Et c'est un texte qui est à la fois très stratégique, puisque derrière ce texte, Lascaz et d'autres ont recherché, au fond, à donner une image plus humaine de Napoléon, ce qui était à la fois un gageur, puisqu'il fallait à la fois montrer que Napoléon n'était pas l'ogre que les Britanniques et les autres adversaires de Napoléon présentaient, mais en même temps ne pas lui ôter sa grandeur. Donc c'était un élément difficile, et il a su parfaitement le faire. Et puis d'autre part, c'est un texte très littéraire tout de même. Il utilise des procédés qui sont très habiles, notamment c'est un texte assez peu cohérent, c'est assez chronologique, et donc on passe de grandes réflexions de Napoléon sur qu'est-ce que la France, qu'est-ce que, au fond, ces grandes conceptions du monde, et puis on parle des rats qui, dans la cuisine, s'emparent de la nourriture à Longwood, la maison où vivait Napoléon. Donc c'est un texte passionnant qui a eu quand même un très grand succès. C'est pas le best-seller du 19e siècle, comme on l'a dit, mais c'est tout de même un très grand texte. Et je crois qu'il a réussi aussi à captiver son lecteur par une intrigue littéraire, puisque au fond, il met en scène cette rivalité entre un demi-dieu, donc Napoléon, mais un demi-dieu déchu, et puis une sorte de nain, mais un nain administratif qui a du pouvoir, et qui est le geôlier dont nous parlera encore mieux Thierry Lenz. Alors je vais lui céder la parole, parce que ce qui est très
d'intéressant, c'est que ce manuscrit n'avait jamais été retrouvé. C'est-à-dire que le texte publié... On pensait même qu'il n'existait plus, hein, c'est ça. Voilà. Et tout d'un coup, quelques chercheurs de alors, juste, la Fondation... Thierry Lenz, avant de vous donner la parole, déjà c'est intéressant, parce que quand vous dites qu'il y a une intrigue littéraire, justement, on pense à cette phrase « Quel roman que ma vie ?» et sans doute, on verra avec vous, c'est « Quel roman que ce mémorial ?» On salue Guaco qui nous dit « Bravo », Jean-Claude qui nous dit « Magnifique », Marie-Pierre, génial, Marie-Yvonne, superbe. Donc, vous voyez, Thierry Lenz, il y a des gens pour suivre justement Napoléon sur Facebook, et on salue également Cestella qui nous dit ça change des conversations du moment. Il y en a qui vont réussir à nous placer l'oligarchie, etc. Nini. Ben nous, pas nous. On va vous parler, pour l'instant, Napoléon, on viendra tout à l'heure. On parlera de l'entre-deux-tours quand même sur le Figaro Live. Pour l'instant, Thierry Lenz, donc justement cette découverte qui est à tous les sens du terme une découverte historique. Oui, parce que, comme vient de le dire Jacques de Saint-Victor, ce texte, il a un intérêt, on va dire, historiographique, sur la vie, l'histoire de Napoléon, l'opinion de Napoléon sur lui-même, Napoléon qui explique ce qu'il a voulu faire. Et puis, il a eu une importance politique au XIXe siècle, puisqu'il a relancé le bonapartisme à un moment où c'était plutôt la légende noire de Napoléon qui dominait, et il a servi de base à la doctrine du bonapartisme. Et le fait qu'aujourd'hui, nous soyons capables de comparer la version imprimée à la version manuscrite ne retire rien à l'importance historique du mémorial de Sainte-Hélène en tant qu'objet politique ou livre politique, mais en revanche devrait en principe modifier l'approche historiographique de Napoléon, car on verra, enfin le public s'en apercevra au moment où nous le publierons, donc vers le mois d'octobre, que on ne peut plus complètement prendre pour argent comptant les citations habituelles du mémorial de Sainte-Hélène. Alors vous avez cité Quel roman que ma vie, j'ai dessouillé la Révolution, etc. Mais il y a peut-être, j'allais dire, plus grave, ce sont des passages entiers, des dizaines de pages que Lascaz a ajouté, là maintenant on peut le dire, au moment où, sans doute, il se rendait compte de l'importance de la publication et se disait que si de 5 volumes il pouvait en tirer 8, ce serait aussi très bien puisqu'il éditait à compte d'auteur. C'est ce qu'il faut dire déjà, Thierry. Je crois que le manuscrit original est au moins deux fois plus petit que le mémorial publié. Donc ce qu'il a ajouté, c'est essentiellement des choses d'actualité de l'époque, c'est-à-dire des réflexions. Est-ce que c'était par prudence par rapport au pouvoir dominant à l'époque, c'est-à-dire sous la Restauration monarchique? Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout, c'est-à-dire qu'il a retiré. On le constatera encore mieux. Encore une fois, nous sommes en train d'en préparer une édition scientifique, mais chez Perrin, oui. Et il a donc supprimé des choses du manuscrit en disant ça n'intéressera pas les gens. C'est généralement des choses de vie quotidienne, ces histoires de rats, etc. Il en restera, mais pas trop. Et puis il a ajouté par rapport au manuscrit, alors pas tellement d'ailleurs pour changer le sens politique qu'il veut donner au manuscrit. Globalement, le sens est le même. Napoléon est un libéral, il a été incompris. Il était, des choses qui sont l'objectif politique de Napoléon. Alors c'est beaucoup plus ténu dans le manuscrit évidemment, et donc Lascaz, pour insister sur la démonstration, en rajoute, mais quand je dis en rajoute, c'est des pages et des pages, souvent entre guillemets, donc comme si c'était Napoléon qui le lui avait dit, et du coup tous les historiens, mais bon, on ne pouvait pas faire autrement, les citent comme des paroles de Napoléon. Alors peut-être une précision quand même. Quand est-ce que le mémorial lui-même sort pour la première fois ? Alors ça nous ramène un peu à la question que vous posez, à laquelle je n'ai pas répondu, sur l'histoire du manuscrit. Lascaz arrive à Sainte-Hélène avec Napoléon, donc octobre 1815, et il est expulsé de Sainte-Hélène en novembre 1816. Et donc à ce moment-là... Donc il reste un petit peu plus d'un an. Il reste un peu plus d'un an, il tient un journal, Napoléon le sait, il l'a probablement consulté d'ailleurs, et au moment où il va quitter Sainte-Hélène, on lui confisque ses papiers. Donc tous ses papiers sont confisqués et il est expulsé, donc il rentre en Europe après pas mal de pérégrinations. Et pas évidemment, en France d'ailleurs, au départ. Pas en France, puisqu'il est interdit de séjour en France. Il va réclamer ses papiers pendant des années et finalement on lui restitue les papiers en septembre 1821, c'est-à-dire après la mort de Napoléon. On se dit, bon voilà...
Les Anglais faisaient semblant de considérer que ces papiers appartenaient à Napoléon, donc ne voulaient pas les donner à Lascaz. Donc, septembre 21, il récupère ces papiers et il publie le premier volume en janvier 1823. Donc, alors, on peut le dire tout de suite, les 2 premiers volumes qui paraissent en janvier 1823 sont assez peu différents du manuscrit. Bon, il y a simplement un peu de syntaxe qui a été revue, etc. Et c'est après que ça se gâte, si je puis dire, ou ça s'améliore, peu importe. C'est-à-dire que c'est là que Lascaz commence à rajouter. Ça me fait penser à un livre qui s'appelle Le Menteur Magnifique, qui a été écrit par notre confrère Michel de Gégère, qui est le directeur des Figaro Histoire, où il raconte combien Chateaubriand a enjolivé et a menti, mais dans ses mensonges parfois étaient plus proches de la vérité que finalement... Alors, je dirais qu'il n'y a pas de mensonge à proprement parler. Il y a, de la part de Lascaz prend une initiative, on va dire, hors l'accord de Napoléon, c'est d'insister. Je donne toujours un exemple. Il y a un moment où Lascaz, dans le manuscrit, nous dit, il se promène avec l'empereur lui parle de l'Angleterre. Bon, point. Et puis, dans le mémorial, on a ensuite 25 pages de ce que Napoléon pensait de l'Angleterre. Et ce qui est, on va dire, pas tout à fait fair-play de la part de Lascaz, c'est qu'il le met entre guillemets en disant « l'empereur m'a dit ». Ajouter l'empereur, alors un petit peu au milieu de paragraphe, etc. Donc ça, c'est effectivement comment dire, c'est aussi un des grands intérêts, parce que on a tous écrit des choses sur l'histoire napoléonienne. Quand il nous manque un élément de savoir ce que Napoléon pensait de quelque chose, on va voir dans le mémorial de Sainte-Hélène en priorité, quoi. Là, évidemment, on a tous quelques citations qu'il va falloir qu'on aille vérifier. Ce qui est intéressant et un peu original, c'est que Lascaz, c'est un personnage finalement sur lequel on s'est assez peu intéressé et qui est lui-même assez complexe, un peu ambigu, puisqu'au départ, c'est un immigré. Donc il est plutôt très favorable à la monarchie. Ensuite, il va revenir en France et à ce moment-là, il va devenir très fidèle à Napoléon. Et donc, en fait, au moment où il écrit, où il rajoute, alors on ne pourra jamais savoir s'il rajoute fidèlement ou s'il rajoute de son propre fait, de sa propre initiative. Mais lui, il le fait dans une perspective, au fond, de ce qu'on pourrait appeler un bonapartisme libéral. Et c'est ce qui fait qu'il va donner une très bonne image de Napoléon. Oui, bien sûr. Oui. Et le mémorial, je pense que ça, c'est quelque chose que connaissent bien les auditeurs, mais ça va profondément contribuer, non seulement, comme vous l'avez dit, à asseoir la légende napoléonienne, légende bonapartiste, mais ça va être pris aussi par les républicains. Puisque, au fond, le mémorial de Sainte-Hélène, ça va être la grande référence française anti-monarchique, aussi bien de la part des républicains que des bonapartistes. Et elle va jouer cette légende un rôle très important. C'est paradoxal, parce que ce que vous racontez très bien, Jacques, dans le Figaro aujourd'hui, c'est que Lascaz lui-même n'était ni libéral, ni républicain, mais un aristocrate, en tout cas, plutôt nostalgique de l'Ancien Régime. Il émigre, il combat dans l'armée de Condé, il est volontaire pour le débarquement de Quiberon. Il ne peut pas y aller parce qu'il est malade. Il a eu beaucoup de chance. Il a failli aller avec la Pérouse dans son expédition, il a manqué le bateau. Il a failli aller à l'expédition de Quiberon, il était malade, il n'a pas pu y aller. Il n'a pas raté le bateau pour Sainte-Hélène, et c'est ça qui fait sa postérité. Alors, on salue donc les internautes qui nous écrivent, notamment Antoine Gilbert Rocky qui nous dit « Mon arrière-grand-mère Martha Regui de Casanova vous remercie ». Elle a écrit « Pourquoi Joséphine a été calomniée », c'était son livre. Et alors, on a une question. Une de Patrick, et on la posera. Pourquoi si peu de noms de lieux de Napoléon et autour de l'Empire? Mais avant, je voudrais qu'on réponde à celle de Franck-Marie qui dit « Est-ce que Lascaz n'a-t-il pas rajouté des choses de mémoire qu'il n'avait pas transcrites dans un premier temps ?» Alors, évidemment, on peut pas trancher de façon ferme. Hein. Par exemple, « Quel roman que ma vie ?» Peut-être que Lascaz s'est rappelé qu'un jour, Napoléon lui a dit « Quel roman que ma vie ?» Mais bon, il l'avait pas noté sur le vif. Ce qui est quand même un peu étonnant, mais au fond, c'est un peu la règle des mémoires habituellement. C'est que c'est quand même beaucoup trop bien écrit pour avoir été dit de façon aussi cohérente. Et puis, 5 ans
après se rappeler 22 ou 23 pages sur l'Angleterre, il faut quand même déjà avoir une bonne mémoire, d'autant plus que 10 pages plus loin, on en rajoute encore 30 sur un autre sujet, etc., etc. Vous dites à des journalistes que c'est bien de prendre des notes, en fait. Alors moi, je n'ai pas de conseils à donner aux journalistes, quoique si on me le demandait, peut-être que je trouverais des choses à dire, mais en ce qui concerne Lascaz, encore une fois, je veux non pas rassurer les auditeurs, puisque là, quand même, c'est de l'histoire assez froide, mais l'importance historique du mémorial n'est pas changée. Ce qui est changé, et ce qui est d'ailleurs tout à fait normal, et il y a même, vous m'appeliez gardien du temple tout à l'heure, eh bien dans ce cas-là, le gardien du temple le préconise, c'est que il faut quand même, en histoire, être toujours le plus près possible du document. Or là, maintenant, le document le plus près des déclarations de Napoléon à Sainte-Hélène, c'est le manuscrit que nous allons publier. Alors, peut-être, Jacques, quand même, on aimerait avoir le récit de cette découverte. On va le laisser raconter. Vous l'avez bien raconté ce matin. Parce que vous le racontez très bien dans le Figaro, c'est ce texte, cet original, non seulement on ne le trouvait pas, mais on pensait même qu'il n'existait plus, qu'il avait disparu. Depuis, je crois, l'édition des années 50, il y avait une édition de référence de Marcel Dunant, une édition de référence de Marcel Dunant dans les années 50. Il y avait eu des recherches qui avaient été faites dans les archives britanniques et on n'a pas retrouvé au fond ce qu'on pensait. Et à partir de là... Et pourquoi on ne le retrouvait pas, cet original? Qu'est-ce qu'a fait Lascaz entre le moment où il quitte Sainte-Hélène et le moment où... Je le laisse le dire, mais on pense que peut-être il aurait pu détruire son manuscrit. Oui, le détruire. Comme il l'a complété, il l'a ensuite, j'imagine, donné à composer à un imprimeur, etc. On ne sait pas. Les descendants de Lascaz, car bon, on peut les suivre, eux n'ont pas de papier. Ils ont tout un tas de papiers de leur ancêtre. Des lettres, des petites notes, des petites choses comme ça, mais ils n'ont pas le manuscrit du mémorial. C'est en tout cas ce qu'ils déclarent depuis 2 siècles. Le premier manuscrit qu'ils ont, c'est un manuscrit qui est publié à partir de cet original. C'est un manuscrit. C'est un imprimé. Non, c'est un imprimé. Oui. Et en fait, ce qui nous sauve ici, c'est qu'au moment où on a confisqué les papiers de Lascaz, les Anglais ont recopié les papiers. Et on sait qu'il y avait le manuscrit du mémorial dedans, parce qu'on a des procès-verbaux de saisie, etc. On donnera tous ces éléments dans notre introduction. On sait qu'il y avait ce papier, Journal du comte de Lascaz, qui était présenté comme un livre à faire. C'est-à-dire que Lascaz quitte Sainte-Hélène avec un manuscrit dont il se dit, ça, c'est mes mémoires de Sainte-Hélène, en quelque sorte. Il appelle d'ailleurs ça Mémoires de Napoléon, au moment où il quitte Sainte-Hélène. Et là, les Anglais recopient tout ça, le transmettent au ministre de la Guerre et des Colonies, qui doit le consulter, qui le consulte probablement, qui fait prendre quelques notes. On a retrouvé des notes prises par ses secrétaires. Et puis ensuite, on met ça dans des cartons. Et ça reste la propriété du fameux Lord Bathurst, donc, qui est le ministre de la Guerre et des Colonies de cette époque. Et ça part dans les papiers familiaux. Et c'est oublié. Donc c'est comme si c'était resté dans les cartons de Jean-Yves Le Drian aujourd'hui. Voilà. À peu près. C'est possible. Je ne sais pas s'il a des cartons. Oui, je ne sais pas si lui, il les reverserait normalement aux archives nationales. C'est resté jusque dans les années 60, c'est ça, à peu près, alors, dans les archives de cette famille. Voilà, ça a été identifié en 26. Oui. En 1926, il y a eu, les Anglais ont quand même demandé à toutes les grandes familles un inventaire des papiers publics qu'ils possédaient, parce qu'ils n'ont pas de loi sur les archives comme nous. Et on a donc su, dès ce moment-là, puisque c'est dans l'inventaire Bathurst publié, donc imprimé, qu'il y avait 4 volumes, Comte de Lascaz, Journal de Sainte-Hélène. Ce que vous êtes en train de me dire, pardon, c'est qu'il y a un texte qu'on cherche depuis 2 siècles, dont on dit on le cherche depuis tellement longtemps qu'il n'existe plus. Et en fait, depuis toujours, on savait que ce texte, ce manuscrit existait puisqu'il avait été authentifié. C'est compliqué. Oui, on ne peut pas exclure le côté qui peut être parfois inattentif des historiens. Il se trouve que par exemple, pour raconter vraiment l'histoire, c'est notre collègue britannique Peter Hicks qui a retrouvé ce manuscrit, tout simplement en consultant les inventaires de la British Library. Parce que c'était là. Et c'était écrit. Il y a énormément de choses dans les archives que les historiens ne peuvent pas... Comment ça s'est passé? C'est-à-dire que c'est par accident qu'on l'a découvert. Oui, c'est en cherchant autre chose qu'il est tombé là-dessus. Oui, il faisait une petite biographie de Hudson Lowe, le fameux terrible gouverneur de Sainte-Hélène. Et vraiment, parce que lui est un historien scrupuleux et par acquis de conscience, il est allé voir dans les papiers Bathurst en disant, tiens, il y a peut-être... Donc de ce ministre de la guerre de l'époque. Et puis il s'aperçoit qu'il y a ces 4 volumes. Donc il demande à en voir un et... Alors, il n'avait pas sur lui le mémorial de Sainte-Hélène, et il se dit, tiens, c'est bizarre, je vais en parler. Alors, on en parle, et je lui dis, écoute, la prochaine fois que tu vas à Londres, on y va ensemble avec le mémorial.
Et on a fait sortir 2 volumes, on s'est mis à comparer, on s'est aperçu que c'était totalement différent. Et partant de là, on s'est dit, il y a 4 volumes, on va le faire à 4, et puis on est parti recopier tout ça. Mais alors si c'était si différent, comment vous avez vu que c'était le manuscrit ? Parce que c'est présenté de la même façon que le mémorial de Sainte-Hélène. Et toute la première partie est identique. C'est-à-dire que la partie du voyage d'Europe à Sainte-Hélène, il y a peu de modifications. Il y a 2-3 anecdotes de plus, enfin c'est pas bien grave. Et puis ensuite, il y a toujours le corps, si vous voulez. C'est comme si Lascaz avait eu quelques petites fondations sur des sujets et en avait rajouté en dessous. Alors nous, on a retrouvé les fondations. Et donc, par déduction, on sait ce que Lascaz maintenant a ajouté. Donc vous êtes sûr de votre découverte ? On est sûr de ça, oui, on a fait, on en parlait tout à l'heure en antenne. Plusieurs années avant. Oui, on a trouvé ça en 2000. Alors Peter, comment ça se passe ? Comment on authentifie justement une découverte ? Alors, d'abord, là, nous ne sommes pas experts de papier et de choses comme ça. Donc, on l'a identifié sur le plan de, d'essayer d'encercler ce texte d'un maximum de certitude. Donc, vous dites c'est crédible. Oui, le papier est bon, l'encre est bonne. Donc, il y a une authentification scientifique. Oui. Alors, je dois vous dire, on n'a pas été mettre de la poudre de perlimpinpin pour voir si l'encre réagissait. Vous avez des experts, des spécialistes qui vous ont aidé pour ça ? Non, alors, si vous voulez, là, on n'est pas dans un domaine d'authentification d'un document qu'on voudrait vendre ou qu'on voudrait faire circuler. On est vraiment sur le corps du texte. Le document reste dans les archives britanniques. D'ailleurs, la famille ne veut pas qu'on photographie l'original. Donc là, vous avez une copie derrière. Ne veut pas qu'on photographie le manuscrit. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas de photo du manuscrit de Non, mais d'accord, on ne va pas le vendre à Drouot. Mais d'un autre côté, il faut quand même l'authentifier scientifiquement pour savoir que ça vient. Historiquement, c'est ça. Le but de ces alors, d'abord, on sait. Alors, nous, on a relevé, par exemple, le papier. Bon, le papier est un papier de 1817. D'une certaine fabrique anglaise, là dont le nom m'échappe. Donc on a vérifié que ce papier, par exemple, n'existait pas à Sainte-Hélène pour être sûr que le manuscrit a été recopié en Angleterre. Bon, donc effectivement, c'est du papier de 1817, donc recopié après le retour de Lascaz. Et puis par ailleurs, il y a, c'est un peu comme aux archives nationales, c'est-à-dire qu'il y a une authentification par le secrétariat de Bathurst qui dit c'est bien les documents que Sir Hudson Lowe nous a envoyés de Sainte-Hélène et que nous avons fait recopier par des secrétaires. Enfin tout ça, et c'est comme si vous voulez, quand je vais faire une recherche sur un autre sujet et que je vais aux archives nationales, c'est comme si à chaque fois que je cite un document, on me demandait est-ce que vous êtes allé voir la nature de l'encre et du papier. Non, évidemment, on le fait pas. Non, on peut être dans le cas de figure qui est présenté par Thierry Lenz. Il y a une certitude historique de la véracité du manuscrit. Ce qui est intéressant, peut-être c'est pas été très clair. Donc, ce n'est pas le manuscrit de Lascaz, puisque celui-ci, pour l'instant, et peut-être à jamais, a disparu. C'est la copie que les autorités britanniques ont faite à l'identique du manuscrit qu'ils avaient retiré à Lascaz au moment où il l'expulse de Sainte-Hélène. Ils décident de le recopier à l'identique. D'ailleurs, pour quelle raison ? Pour être sûr que Lascaz ne ferait pas un usage, anti-britannique de ces documents, parce que il voulait avoir la première main de ce que Lascaz pensait des Anglais qu'il avait croisés. Or, on parlait de l'horrible Hudson Lowe. Dans le manuscrit, Lascaz est beaucoup moins méchant avec Hudson Lowe qu'il ne l'est dans la version imprimée. Donc, imaginons que Lascaz ait publié des choses avant de récupérer son manuscrit en disant, Hudson Lowe tirait des coups de feu en l'air. Les Anglais auraient dit, dans votre manuscrit que nous avons ici, vous ne dites pas qu'il tire des coups de feu en l'air, vous dites qu'il a gardé son revolver à la ceinture. Enfin, j'exagère évidemment. Oui, parce que vous vous rappelez également, Jacques, comment a été expulsé Lascaz ? On le prenait pour un espion ? Oui, c'est des circonstances d'ailleurs beaucoup plus rocambolesques que je ne pouvais le dire puisqu'on n'a pas toute la place possible, mais racontez-là, c'est qu'on le soupçonne, mais c'est peut-être d'ailleurs une intrigue montée, on ne sait pas, on le soupçonne d'avoir inséré dans l'habit d'un enfant qui devait rentrer en Europe une lettre cousue à l'intérieur de l'habit, et c'est la découverte de cette lettre qui entraîne son éviction. C'était une lettre destinée à Lucien, et à un de ses amours anglais. Voilà. Mais en fait, on a alors là aussi parce qu'on craignait beaucoup encore Napoléon qu'il complote, qu'il organise aussi en Europe à nouveau de nouveaux soulèvements, comme il avait pu partir de l'île d'Elbe. On avait
avait toujours des inquiétudes. Et là, dans cette affaire, Lascaz, enfin, se comporte pas vraiment en homme d'honneur. Enfin, même si c'est un domestique qui le piège, en fait, c'est un jeune homme qui rêvait d'aller en Europe. Et on lui a fait croire que s'il se faisait d'une façon ou d'une autre expulser de l'île, forcément on l'enverrait en Europe, quoi. Hein. Et donc Lascaz a réussi à le convaincre d'essayer de faire passer. Alors il y a plusieurs arrestations, son père le dénonce, enfin peu importe. Et en fait Lascaz laisse tomber ce jeune homme, qui est donc un habitant de l'île, et alors que Lascaz lui va être expulsé, puis aura finalement la vie qu'on connaît, le gamin en question, lui, va être détenu sur l'île d'Ascension, où on perd totalement sa trace parce qu'il est devenu comme une espèce de matériel que les Anglais utilisent pour du terrassement, quoi. Hein. Bon, il y a plein d'anecdotes qui s'y raccordent, et puis il y a quand même plein de questions que vous soulevez finalement à travers le récit, comment justement les Anglais essayent finalement de peser sur le récit, comme il est toujours important d'avoir un récit, et combien on comprend les hommes politiques, les dirigeants qui cherchent toujours à contrôler le récit pour laisser leur marque dans l'histoire. Sans aller justement sur ce qu'en font les Anglais, ce serait une émission en soi, et ça pourrait donner peut-être une réponse justement à ce que disait tout à l'heure Patrick. Pourquoi il y a finalement si peu de noms de lieux sur Napoléon en France aujourd'hui, mais on y reviendra peut-être. Ouais, mais là je peux en deux mots vous régler la question. On dit toujours il n'y a pas de rue Napoléon à Paris. Non, il n'y a pas de rue Napoléon à Paris, mais tout Paris c'est Napoléon, quoi. Je veux dire, vous allez, il y a je ne sais pas combien de centaines de rues qui portent des noms de victoires militaires de Napoléon, de tout ce qui est autour de l'Arc de Triomphe déjà. Vous avez l'esplanade des Invalides aurait dû. Oui, et voilà. Même la rue de Massa, personne ne sait que c'est Gaudin, duc de Massa, le ministre des Finances de Napoléon. La rue de Bassano, c'est Marais, duc de Bassano. Donc voilà, je crois que Napoléon est quand même très présent dans le paysage urbain. Que c'est le seul aristocrate qui n'a pas un nom de pont comme à Paris. Oui, c'est vrai, mais il a une rue. Il a une rue, d'ailleurs, à Passy, où il habitait à cette époque. Il faudrait quand même qu'on regarde un petit peu ce que vous avez découvert. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans la découverte que vous avez faite, vous qui êtes quand même plongé, immergé au terme de 32 livres sur Napoléon, dont Joseph Bonaparte, qui est votre dernier livre édité chez Perrin. Alors écoutez, beaucoup de choses sont frappantes là-dessus. Je dirais que la première chose qui nous avait poussé un ouf de soulagement, c'est quand même de constater que le sens général du mémorial n'est pas modifié. Imaginons que Napoléon ait dit le contraire de ce qu'on lui a fait dire dans le mémorial de Sainte-Hélène, ça aurait été, alors historiographiquement, ça aurait été très stimulant, mais enfin ça aurait été un peu décevant. Donc ça, si vous voulez, c'est une non-surprise, mais qui nous fait plaisir. La deuxième chose, c'est que, et ça c'est parce que j'aime beaucoup m'intéresser à l'histoire de Sainte-Hélène, c'est qu'il y a beaucoup de détails de l'histoire de Napoléon à Sainte-Hélène que Lascaz a retiré du mémorial parce que ça n'aurait pas intéressé ses lecteurs. Donc ça va nous apprendre un peu plus sur la façon dont vivait Napoléon, sur la vie quotidienne de Napoléon à Sainte-Hélène. Et puis la troisième chose, et là c'est aussi, mais vous allez bien le comprendre, c'est que dans le manuscrit, par exemple, on a des noms qui sont en revanche passés sous silence dans l'impression. Et ça, on va dire, ça permet d'abord de vérifier que nos prédécesseurs parfois ne se sont pas trompés, mais on a aussi parfois un peu le plaisir de voir qu'ils se sont trompés en identifiant des personnages. Parce qu'ils racontent les haines entre les différents courtisans ça va qui sont autour de Napoléon. Au fond des choses. Voilà. Sur le plan historiographique, je dirais que c'est beaucoup plus intéressant que le mémorial imprimé. Parce que c'est de la première main. C'est-à-dire que c'est... Qu'est-ce que ça apporte en plus? Ça apporte en plus, on va dire, une fraîcheur du témoignage. C'est-à-dire que quand Lascaz va décrire, je ne sais pas, par exemple Murat a droit à un portrait très long dans le mémorial imprimé. On rappelle qui était Murat. Murat, donc le beau-frère de Napoléon, roi de Naples, soupçonné d'avoir trahi Napoléon en 1814. C'est un portrait très équilibré parce qu'on voit bien que Lascaz, une fois rentré en Europe, s'est dit allez, on va faire. Alors le portrait est à la fois plus complet, beaucoup plus équilibré. Lorsque c'est la parole directe de Napoléon qui est donnée, là, il y a que Lascaz, rappelons-le, lui-même explique que tous les soirs il notait ou dictait à son fils ce que Napoléon lui avait dit dans la journée. Donc on est vraiment sur du très chaud.
Est-ce qu'il sera bientôt possible de lire le manuscrit original? Donc, vous avez répondu, c'est la question que nous pose Ziad. Le 5 octobre, ce sera chez Perrin. Alors, Jacques, vous faites la liste dans le récit, donc excellent récit que je vous recommande de lire, donc sur le Figaro, dans le Figaro, édition papier, ce vendredi, ou bien vous vous retrouvez sur lefigaro.fr. Une liste de citations qui sont célèbres. Quel roman pourtant que ma vie, ça ne figure pas dans le manuscrit. Je suis le Messie de la Révolution. Non plus. J'ai voulu être le régénérateur de l'Europe. Non plus. Il y a la grande citation qu'on donne toujours sur le Code civil, c'est « Mon code, par sa simplicité, aura fait beaucoup plus que 1000 in-folio de lois qui l'ont précédé ». Ça n'y est pas. Bon, alors, donc, tous les auteurs sur le Code civil le disent. Ça, il y a certaines phrases que l'on ne retrouve pas, mais il est possible, dites-vous, expliquez-vous, que Napoléon les ait vraiment prononcées. Le mystère restera entier. Là, oui. Sauf à avoir été sur place à l'époque, on ne pourra pas vous dire la chose. Ce qui est certain, c'est que si tel est le cas, sur quand même deux tiers de plus, il avait une très bonne mémoire. Je vous dis ça parce que vous parlez de l'anecdote. Peut-être que vous nous racontez avec l'esclave Toby. Est-ce que vous pouvez nous raconter en 2 mots? Oui, parce que donc elle ne figure pas dans le mémorial, dans le manuscrit que vous avez retrouvé, mais elle est réelle. Elle figure dans les récits. On sait qu'elle est arrivée. Voilà, il y a d'autres récits qui permettent de le confirmer. Non, mais ce qui est intéressant, et ce que dit Thierry le confirmera encore mieux, mais autant des points précis, comme c'était ce cas de l'anecdote de l'esclave Toby, si elles ne figurent pas dans le manuscrit, mais qu'elles sont dans ma version imprimée, ça ne pose absolument aucun souci. Le vrai problème, c'est ce que soulignait Thierry, c'est-à-dire le fait d'avoir 20 pages de réflexion de Napoléon qui ne figurent pas dans le manuscrit et qui, en revanche, sont publiés dans la version donc imprimée. Là, on peut avoir quand même de sérieux doutes sur la capacité, plusieurs années après, d'avoir une référence à peu près exacte du propos de Napoléon. Là, on voit très bien le rôle de Lascaz. On ne peut pas le nier. Là, il y a une création. On a terminé. Je voudrais justement... d'un mot, la conclusion. D'abord, répondre peut-être à la question encore de Franck Marie. On remercie, les questions étaient très pertinentes. En serait-il de même pour les autres mémoires de Sainte-Hélène, comme les mémoires d'Antomarchi, par exemple? Alors là, il faudrait qu'on recherche le manuscrit d'Antomarchi, mais on sait déjà par une analyse de l'écrit que Antomarchi a beaucoup copié sur les autres. On peut rappeler qui était... Antomarchi, c'est le médecin de Napoléon qui a publié juste après Lascaz, quelques années après, sa propre version, et notamment l'agonie et l'autopsie de Napoléon. Mais on sait par exemple que le rapport d'autopsie des mémoires imprimées n'est pas celui qu'il avait écrit à l'époque, puisqu'on le possède, celui-ci, on a pu les comparer. Sur le reste, vous savez, tous ces gens ont continué à se fréquenter ensuite. C'est-à-dire que Lascaz, Oméhara, donc qui sont les autres compagnons de Napoléon, Montholon, Bertrand et ainsi de suite. Ces gens, finalement, à Sainte-Hélène. Voilà, ils se sont beaucoup écrits. C'était pas Rhode Island, Mandela, leurs écrits. Là, on sait, par exemple, l'esclave Toby, on sait pourquoi Lascaz le rajoute, parce que Oméhara, c'est un esclave qui vivait à côté de la maison de Napoléon et avec qui Napoléon a conversé et lui a donné de l'argent. Alors on sait que l'histoire est vraie parce que dans les archives de Jamestown à Sainte-Hélène, il y a un rapport de police qui fait état de Napoléon parle avec un noir, il lui a donné des pièces d'or et ainsi de suite, et on sait ce que sont devenues les pièces d'or. Lascaz l'a oublié dans son récit, ou peut-être n'était-il pas là le jour de la conversation avec Toby. En revanche, le docteur Oméhara, médecin de Napoléon à Sainte-Hélène, qui a publié 1 an avant Lascaz, en parle. Et on sait que Lascaz et Oméhara se connaissaient, se sont vus à plusieurs reprises, et sans doute que Oméhara lui a dit « Tiens, t'as oublié Toby ». Voilà, donc ça c'est je vais rajouter une Toby. hypothèse, voilà. Effectivement, dans le récit donc, des gens qui ont fréquenté Napoléon, on restitue. On reviendra sur ça, parce que puisque le livre paraît le 5 octobre, j'espère que vous reviendrez, Thierry Lenz, nous raconter, nous le présenter avec Jacques de Saint-Victor. Et oui, voilà, excellente idée. Une conclusion, messieurs, politiquement, finalement, quel portrait on fait de Napoléon après avoir lu ce nouveau manuscrit? Il était libéral, donc il est plutôt libéral, pré-républicain en lisant le manuscrit, les imprimants, le mémorial.
de Lascaz. Oui, mais est-ce qu'il l'est autant quand on lit le manuscrit? Il l'est autant, mais le problème, c'est que le mémorial, Dieu merci, si je puis dire, le mémorial de Sainte-Hélène n'est pas le seul élément qui permette d'étudier les idées politiques de Napoléon. Oui, mais là, non, là, encore une fois, ça change pas grand-chose. C'est dans la même ligne. C'est dans la même ligne. Donc libéral et autoritaire. Alors lui-même explique, mais il vous aurait expliqué qu'il a été autoritaire parce que c'était c'est pas aussi simple que ça. Hein. C'est-à-dire que ça n'est pas. D'abord, ce libéralisme économique pour eux, ça veut pas dire grand-chose à l'époque. Hein. Ils ont, ils le sont sans le savoir. Sur le plan politique, alors c'est vrai. Bon, on sait pas. Par exemple, Jacques de Saint-Victor cite cet exemple. Napoléon se proclame partisan de l'indépendance de la Grèce dans le mémorial imprimé. Ça ne figure pas dans le manuscrit, et évidemment, là, on peut dire que Lascaz ment, parce que Napoléon n'a jamais été pour l'indépendance de la Grèce. C'est même un problème qui... Je me demande s'il l'a même déjà abordé. Mais ça reprend justement quelque chose qui a été très, très important à cette époque, avec tout le mouvement philhellène, et mais justement au moment où on publie le mémorial, non pas au moment où Napoléon est enfermé à... L'histoire en jeu politique, ça c'est une thématique qui traverse les siècles, et Jacques de Saint-Victor est bien placé pour le savoir. Le mémorial, le vrai manuscrit du mémorial de Sainte-Hélène, eh bien, c'est à paraître chez Perrin, ce sera le 5 octobre. En attendant, eh bien, il faut lire Le Figaro. Lascaz a-t-il trahi Napoléon dans le mémorial de Sainte-Hélène? Dépêchez-vous, il est encore en kiosque si vous regardez cette émission ce vendredi. Sinon, vous le retrouvez sur Internet, et c'est un récit magnifique de Jacques de Saint-Victor, notamment sur le portrait du mémorialiste Lascaz qu'on découvre, et il y a des très belles lignes, très beau caractère chez cette personnalité. En tous les cas, c'est ce que j'ai trouvé en le lisant. Thierry Lenz, c'est Joseph Bonaparte, c'est aux éditions Perrin, c'est votre 32e livre sur l'empereur, en tous les cas son entourage. On vous remercie. Merci Asiade, Dominique, Lino, Albin, qui nous dit vive l'empereur. Dominique nous pose une dernière question, on répond. De quoi est mort Napoléon exactement? Il faut faire une émission spéciale, mais il est mort probablement d'une maladie de l'estomac et d'une hémorragie interne. Voilà. Eh bien, on convoquera les médecins légistes, les experts, les historiens. Ce sera sur Figaro Live. Merci de nous avoir suivis. Si vous nous regardez en direct, je vous donne rendez-vous dans un peu moins de 3/4 d'heure maintenant pour le débrief de l'entre-deux-tours avec Guillaume Requette et un ancien Premier ministre italien. À très vite sur le Figaro Live.